Bien, je vous propose d'ouvrir cette conférence sur le capital investissement et son organisation en région Occitanie. Je vais être très bref, hein, je vous rassure. D'abord, je suis extrêmement impressionné et très heureux d'être devant ce parterre d'experts, experts professionnels bien sûr, mais également nos étudiants du Master Finance pour la majorité, qui viennent essayer ici de comprendre de comprendre les différences, j'en parlais à l'instant avec l'un d'entre vous, les différences de rôle et de complémentarité entre toutes les institutions qui participent au développement du capital investissement en Occitanie, qui est une longue tradition, hein, ce capital investissement en Occitanie avec des acteurs célèbres. Je voudrais remercier nombre d'entre vous. Je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais j'ai le plaisir de voir que certains parmi vous, je parle des professionnels, euh, nous ont aidés par le passé dans des fonctions différentes. Certains ont participé à notre conseil d'administration, d'autres ont participé à nos diplômes, le diplôme de management de l'innovation, le diplôme de management en finance. Bon, donc ça montre une grande cohérence, une grande stabilité, une grande pérennité dans nos relations. Et depuis l'initiative très heureuse de Maël, bien sûr, et de Fanny, qui se cache là-bas, mais je vais évidemment en profiter pour la remercier, eh bien, depuis cette initiative, il me semble qu'on installe ce rendez-vous au moins de manière annuelle. On en est très heureux. Et encore une fois, je voudrais vraiment remercier Maël et puis Fanny pour tout le travail d'ingénierie de cette manifestation qui n'existerait pas sans elle, excusez-moi. Donc voilà ce que je vais vous dire pour l'essentiel. Et puis je vais rajouter un petit mot parce que certains d'entre vous d'ailleurs ont été par les premiers à nous aider. Vous le savez, vous l'avez peut-être vu, vous le verrez parce qu'on va lancer une campagne de communication. On n'est pas des spécialistes en la matière, mais on a obtenu le label Equis qui en gros sanctionne les établissements d'une qualité, disons, sérieuse dans le marché des grandes écoles et des établissements d'enseignement supérieur. Ce qui est remarquable pour nous, pour nos équipes et nos partenaires, parce que cette accréditation, on l'a acquise avec toutes nos parties prenantes et en particulier avec nos partenaires, c'est qu'on a fait ça dans le service public, avec, vous le savez, des contraintes particulières, des avantages également, mais des contraintes aussi, et en tout cas dans un modèle qui est très différent des business schools classiques que vous trouvez en France et dans le monde. Mais maintenant, on a rejoint ce championnat, je dirais, c'était notre Coupe du Monde à nous, donc on l'a gagné avec un peu d'avance, et j'espère que bien sûr c'est de bon augure pour la vraie Coupe du Monde, que j'espère on gagnera bientôt, avec, vous le savez aussi, des rugbyman qui sont diplômés de TSM, Antoine Dupont, le premier d'entre eux, et Vincent Clerc, il y a quelques années. Voilà, merci. Je laisse la parole à la présidente de l'association. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Hervé pour votre accueil. Merci beaucoup à TSM pour l'événement d'aujourd'hui. Donc je suis Maëlle Couvreux, présidente d'Occitanie Place Financière. Et donc nous sommes co-organisateurs de cet événement avec TSM. Je vais passer 2 minutes à vous présenter l'association pour ceux qui ne la connaissent pas. Nous sommes une association qui regroupe les investisseurs d'Occitanie, les banquiers, mais également les conseils en financement et puis les entreprises qui souhaitent trouver des solutions de financement et qui souhaitent aussi impacter le réseau des financeurs d'Occitanie. Nous sommes soutenus par la région, par la métropole de Toulouse, la métropole de Montpellier, mais également les CCI de l'Hérault, de Haute-Garonne et d'Occitanie. Notre objectif, c'est de proposer un réseau d'experts aux entreprises et également de pouvoir donner des solutions ou mettre en valeur en tout cas des solutions de financement aux entreprises du territoire. Et pour cela, on travaille au sein de 4 clubs au sein de l'association. Le club des investisseurs qui va opérer ce soir, qui est animé par Thierry Decker, de BPI France, mais également le club des banquiers, qui est animé par Christine Bardinet, la directrice de la Banque de France Occitanie. Je regarde si je la vois
mais pas encore. Également le club des conseils qui est animé par Pierre Dagrin, associé chez Exco. Et puis le club des entreprises qui est animé par moi-même en tant que directrice financière du groupe GA. L'objectif, c'est vraiment de travailler avec les entreprises pour comprendre leurs besoins de financement et ensuite de proposer des ateliers, des manifestations qui permettent à ces entreprises de trouver les solutions qu'elles cherchent. Donc voilà pour l'association. On a donc 4 clubs qui travaillent, également 2 permanents qui nous aident, dont Vincent qui est ici et qui est notre nouveau permanent sur la partie toulousaine. J'encourage les entreprises qui souhaitent participer à cet effort collectif à devenir adhérents de notre association. Alors, ce soir, on a un sujet qui, en tout cas, m'est assez cher en tant que directrice financière d'une ETI. Ça fait 15 ans que je suis DAF, que j'ai la chance d'être DAF, et je me pose toujours beaucoup de questions sur le capital investissement. La demande qui avait été faite au club des investisseurs et donc à Thierry et à toute son équipe, c'était de travailler sur cet événement pour expliquer ce que fait le capital investissement en Occitanie, d'une manière pédagogique, également à destination des étudiants. On est vraiment ravis ce soir, en tout cas, qu'il y ait des étudiants et des professionnels qui se mélangent pour pouvoir écouter ce qui se passe sur le sujet du capital investissement en Occitanie. Donc on est ravis et on est surtout ravis qu'il y ait tout le monde. Donc merci à vous, les investisseurs d'Occitanie. On est hyper fiers que vous soyez tous là et que vous nous parliez ce soir de ce que vous faites. Pour introduire la conférence, quelques chiffres dont la source est France Invest, pour comprendre les impacts. En 2021, 9 300 entreprises accompagnées par le capital investissement, 77% de PME, 2000 dirigeants qui ouvrent leur capital, en tout cas en 2021. L'accompagnement se fait en moyenne entre 5 et 7 ans. Et l'impact du capital investissement dans l'écosystème, c'est 280 000 emplois créés sur 5 ans, donc c'est très significatif. En Occitanie, voilà, en 2021, comme vous pouvez le voir, Occitanie, bonne performance, un peu plus d'1 milliard en 2021 d'investir. Alors c'était une année, je crois, notamment sur laquelle il y avait une levée assez conséquente, donc qui explique aussi ce chiffre, mais on est quand même une région très dynamique, donc on peut être fier, et 114 entreprises accompagnées. Et puis là, on voit les secteurs en 2021 sur lesquels le capital d'investissement, en tout cas, a accompagné les entreprises. Alors, on voit qu'en numéro 1, on a le médical, la pharma, en tout cas sur l'année 2021. Alors, ça peut changer, je pense, d'une année à l'autre, hein, en fonction des levées qui sont faites. Donc, médical, pharma, les services, l'informatique. Voilà, pour en tout cas les grands chiffres. On en reparlera en fin de conférence, hein. Il y aura d'autres grands chiffres qui seront diffusés, notamment à une autre conférence lundi prochain qui est organisée par France Invest et sur lequel on rentrera un peu plus dans le détail sur tous ces chiffres-là. Je vais laisser la parole à Fanny, donc, qui est professeure TSM, pour ceux qui ne la connaissent pas. En tout cas, je pense que les étudiants la connaissent. Et Thierry, qui vont commencer à animer les tables rondes de cette conférence. Merci à tous et bonne conférence. Donc, bonsoir à tous. Donc, première chose, ça va être là. Ouais. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la dernière table ronde. Donc, soit vous pourrez prendre le micro si vous le souhaitez, ou si vous êtes timide, vous pouvez utiliser, donc flasher le QR code avec votre téléphone. Et après, vous verrez, c'est très facile. Vous avez un petit bouton plus pour ajouter votre question. Vous tapez votre question et publier. Et ça vous permettra, comme ça, qu'on la pose à votre place. Donc, pour démarrer cette soirée, donc j'ai le plaisir de pouvoir avoir cet échange avec Thierry, donc qui est le directeur interrégional fonds propres chez BPI France et donc le coordinateur du club investisseur d'Occitanie Place Financière. Donc pour commencer, on va déjà se mettre d'accord, on va faire la partie académique, sur la définition de ce qu'est le capital investissement. Donc, et en amont,
non, c'est ça. On va se mettre d'accord sur cette définition. Donc, premier point. Des sociétés de gestion, donc ce que vous avez dans la bulle orange, ce qu'on appelle le private equity, qui vont créer un fonds d'investissement. Fonds d'investissement qui va être alimenté en investissement par ces fameux investisseurs qu'on appelle limited partners. Et les fonds levés vont être ensuite déployés progressivement au sein de plusieurs entreprises, des entreprises qui seront accompagnées parce qu'elles auront un potentiel de croissance important et qu'elles ne sont pas cotées en bourse. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ça reste évidemment un investissement pour ces investisseurs, mais qui va être limité dans le temps. Donc vous avez sur cet axe l'évolution, donc vous avez la création du fonds, ensuite le capital qui va être mis à disposition de l'entreprise, et la dissolution du fonds, parce qu'encore une fois, ces investissements sont ponctuels. Elles accompagnent l'entreprise. Donc les sociétés de gestion, donc ces capital investisseurs vont identifier des opportunités d'investissement, donc des entreprises qu'ils souhaitent accompagner. Ensuite, il y aura cette période de souscription où les investisseurs vont alimenter en capital le fonds d'investissement. Et ensuite, dernière étape, qui est le point essentiel de cet investissement en capital, qui va être la création de valeur. Donc un accompagnement financier, mais pas que, et avec une sortie qui est prévue, qui est planifiée et qui permet ensuite pour l'entreprise de continuer de se développer. Autre point essentiel, ces participations dans les entreprises, elles vont pouvoir être soit majoritaires, soit minoritaires. Donc encore une fois, ponctuelles, majoritaires ou minoritaires. Et la dernière chose de la définition, ça va être de dire que ces investissements vont pouvoir se faire dans tout type d'entreprise, que ce soit une start-up, que ce soit une entreprise de taille intermédiaire ou que ce soit une PME, et qu'elles sont possibles de la création de l'entreprise au développement de l'entreprise et à la cession de l'entreprise. Thierry, Oui, est-ce que vous validez? je valide. Jusque-là, je valide. Pas de problème. Je vais réutiliser d'ailleurs ces schémas pour donner des précisions au fur et à mesure de l'avancée de cette discussion. Alors, première question, avant la première question, l'autre chose aussi que je pense importante de signaler, parce que Maëlle a dit que c'était une région dynamique sur ce capital investissement, c'est aussi un secteur d'activité qui est en croissance et qui se développe de plus en plus. Donc là, vous voyez, l'axe horizontal, c'est l'axe temporaire, donc de 2014 à aujourd'hui, et l'axe vertical, c'est le poids que représente cette industrie dans le PIB de la France. Et vous voyez que c'est quand même une industrie qui, à elle seule, représente 1% de ce PIB et qui a triplé en une dizaine d'années. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important et qui accompagne de plus en plus d'entreprises. Et du coup, la première question que je souhaiterais vous poser, Thierry, je rebascule sur celui-là, c'est finalement, pouvez-vous nous décrire un peu, nous expliquer comment est organisé ce monde du private equity? Alors, merci Fanny de cette question. Je vais effectivement répondre. Donc déjà, ce soir, c'est une soirée entre guillemets pédagogique, c'est ce que disait Maëlle tout à l'heure. Donc, mes propos vont être assez généralistes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, pas utiliser de termes trop techniques. Les confrères qui sont là le comprendront, j'espère. Et j'espère en tout cas que tous les étudiants et les chefs d'entreprise qui seront là repartiront avec une connaissance du secteur un peu approfondie. Et donc, ce que je voudrais ce soir, c'est bien expliquer quels sont les acteurs, comment fonctionne ce que vient de décrire Fanny, et à quoi sert une opération d'investissement. Alors, déjà, dans cet environnement des investisseurs, on retrouve qui? On retrouve une entreprise. On retrouve des dirigeants. Éventuellement, on retrouve des salariés et des membres cadres de l'entreprise. Et puis, on va retrouver un investisseur. Alors, quels sont les intérêts de ces intervenants de faire une opération de ce qu'on appelle de haut de bilan? Le premier intérêt pour l'entreprise, c'est naturellement d'accélérer sa croissance. Voilà, le but, c'est d'aller plus vite, plus loin et d'accroître, faire de la création de valeur. Pour le dirigeant, c'est son patrimoine. Souvent, il a créé cette entreprise, il a des parts sociales, donc un jour ou l'autre, il prendra sa retraite, ou même avant, il va souhaiter céder l'entreprise, et donc c'est le fruit de son travail. Pour les salariés, c'est le fruit du travail aussi. Ils ont travaillé dans cette entreprise, éventuellement ils sont cadres, ils aimeraient peut-être aussi être associés à la croissance de l'entreprise. Et enfin,
il y a les fonds. Alors les fonds qui interviennent pour des raisons différentes, hein, qui sont là pour créer effectivement, dans le cadre de la croissance, de la richesse pour le fonds, qui interviennent, et on va le voir suivant les acteurs aussi, pour mener une politique économique en appuyant sur certains secteurs d'activité. Et donc tout ça, c'est, je dirais, le microcosme qui intervient dans les opérations de haut de bilan. Alors après, ça fonctionne comment? Alors pour comprendre comment ça fonctionne, et ça va être l'objet un peu des tables rondes, il faut comprendre comment fonctionne, je dirais, les fonds en eux-mêmes. Alors, en gros, je vais schématiser, il y a deux catégories de fonds. Il y a les fonds bancaires, euh, où finalement les banques prêtent sur leurs fonds propres, enfin mettent en place des opérations d'equity sur leurs fonds propres. Et après, le schéma que décrivait Fanny, et là on parle de levée de fonds, mais alors pas de levée de fonds pour l'entreprise, mais de levée de fonds des sociétés de gestion, pour mettre dans un pot commun de l'argent, donc on va appeler le pot, et le fonds, et qui met de l'argent dans ce fonds. Alors il va y avoir des personnes privées, physiques, et là, on va avoir des fonds spécialisés, le crowdfunding, on va avoir du capital angel. Vous allez voir ce soir deux fonds qui interviennent chacun dans ce domaine. Vous allez avoir des institutionnels, des assurances, des banques qui vont mettre de l'argent pour faire fructifier de l'argent. Vous allez avoir des collectivités locales, territoriales, l'État qui va appuyer dans certains cas une politique par exemple sur un secteur d'activité. Vous allez avoir BPI France, parce que la mission de BPI France, effectivement, l'État, au travers de BPI France, lui demande d'intervenir sur certains secteurs d'activité. Et donc, on va mettre cet argent dans un pot commun. Bon, une fois qu'on a cet argent, il va falloir, comme le disait Fanny, aller le distribuer aux entreprises. Alors, ça se passe comment? Ben, en fait, c'est très, très cadré. Chaque fonds a ce qu'on appelle une thèse d'investissement. Alors, une thèse d'investissement, c'est quoi? En fait, on va définir de quelle façon va intervenir le fonds. Bon, déjà, on va définir le secteur d'activité. Est-ce que c'est un fonds généraliste? Est-ce que c'est un fonds sectoriel? On va avoir un fonds sectoriel, par exemple ce soir, qui va intervenir spécialisé dans l'aéronautique. On va déterminer la taille du ticket, souvent qui est fonction de la somme globale levée. On va, comme le disait Fanny, déterminer si on va faire des opérations majoritaires ou minoritaires. Je ne rentre pas dans les détails là, ça sera abordé pendant les tables rondes. On va déterminer pendant combien de temps on va rester présent dans l'entreprise. Est-ce qu'on va rester sur des périodes de 5-6 ans, ou rester sur des périodes plus courtes et faire des opérations, là je dirais, qui sont limite des opérations de spéculation. Enfin, tout ça va être déterminé. On va aussi déterminer, et de plus en plus d'ailleurs, et j'attire l'attention des chefs d'entreprise là-dessus, on va déterminer quelle est la politique RSE de l'entreprise et voir si effectivement elle est en adéquation avec la valeur des fonds. Voilà. Et surtout, et on va le voir ce soir au travers des fonds qui vont intervenir, on va s'intéresser au degré de maturité de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui est en phase d'amorçage, c'est-à-dire qu'on a un chef d'entreprise qui débute son process et qu'il faut aider pour pouvoir, par exemple, bâtir un prototype? Est-ce qu'on a une entreprise qui est en phase d'innovation et ce qu'on appelle le capital risque, c'est-à-dire qu'il va falloir lui apporter de l'argent pour qu'elle puisse construire ses premiers prototypes, voire ses premières lignes de production? Ou est-ce qu'on est dans une entreprise en phase de développement ou de transmission, et là où on va financer on peut, une foultitude de choses, hein. On peut financer des besoins corporels, on peut financer des interventions à l'international, on peut financer aussi des opérations de transmission ou de rachat d'entreprise. Voilà. Et la dernière phase, c'est le rebond, c'est-à-dire une entreprise qui a connu des difficultés, qui a un intérêt stratégique et à qui il va falloir injecter des fonds pour qu'elle puisse continuer son activité. Donc voilà, une fois que ça c'est déterminé, le fonds, le gestionnaire de fonds, va faire des opérations, va intervenir avec l'argent qui lui aura été apporté par ses souscripteurs et va essayer donc d'apporter ces fonds pour pouvoir apporter de la croissance à l'entreprise dans laquelle ils interviennent. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'espère que ces tables vous permettront d'avoir accès à
connaissance maintenant plus précise, parce qu'on va vraiment rentrer dans la mécanique, et d'avoir aussi des conseils et de savoir qui contacter et quand les contacter. On va basculer sur la première table ronde, si vous le souhaitez bien. Donc je vais appeler les participants à la première. Donc, premier, le fonds de Crédit Mutuel Equity qui est représenté par Florent Lecomte, qui est directeur des investissements et diplômé de TSM. Crédit Mutuel Equity est la filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec un montant sous gestion de 4 milliards sur des tickets d'investissement compris entre 1 et 150 millions d'euros. La société de gestion XO Private Equity, qui est représentée par Asna Afid, qui est directrice des participations et également diplômée de TSM. XO est un acteur indépendant français, avec un montant sous gestion de 820 millions sur des tickets d'investissement compris entre 2 et 20 millions d'euros. Le fonds Multicroissance, qui est représenté par Laurent Sauvade, qui est directeur des investissements également. Multicroissance est la société de capital investissement de la Banque populaire de la région Occitanie, avec un montant sous gestion de 120 millions sur des tickets d'investissement compris entre 300 000 euros et 6 millions. Oxide, qui est représenté par Thierry Merchiol, qui est directeur général d'Oxide, mais aussi membre de l'advisory board de TSM, dont parlait Hervé. Oxide est une société d'investissement avec un montant sous gestion de 9 millions sur des tickets d'investissement compris entre 100 et 300 000 euros. Et enfin, le groupe Ciparex, qui est représenté par Etienne Harley, qui est directeur des investissements et diplômé d'UT1. Ciparex est un spécialiste français indépendant du capital investissement avec des montants sous gestion de 3,5 milliards sur des tickets d'investissement compris entre 2 et 30 millions. Voilà. Ouais. Donc, pour commencer, pendant cette première table ronde, ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on rentre dans la mécanique de ce qu'est le private equity. Parce qu'on a fait cette introduction générale. Il faut appuyer longtemps en fait, sur le bouton derrière. On a fait cette introduction générale. Maintenant, on va rentrer dans les mécaniques pour comprendre comment ça marche, cette prise de participation. Donc, ma première question pour Florent. Si on poursuit la discussion qu'on vient d'avoir avec Thierry, finalement, comment cette intervention, comment le fonds va intervenir dans le capital de l'entreprise? Déjà, on intervient sur plusieurs phases en fait de vie de la société. Donc, soit en capital risque pour accompagner les sociétés innovantes au moment de leur lancement. On intervient aussi dans du capital développement, donc comme disait Thierry, pour les accompagner sur tous leurs projets de développement, à l'export, sur de nouvelles activités. Donc là, on va essentiellement réaliser par exemple des augmentations de capital. On intervient également sur du capital transmission, donc ça peut être du capital transmission minoritaire, en effectuant des rachats de titres, en fait, ça peut être au sein même de la société, ou du capital transmission majoritaire. Voilà, dans ces cas-là, souvent, on crée des montages LBO. En fait, on va créer une société de reprise dans laquelle on va organiser le financement pour acheter cette société. Donc à notre disposition, en fait, on a différents types finalement de supports. On a des supports en fonds propres. Donc ça peut être par exemple des actions ordinaires ou des actions de préférence qui vont nous donner certains droits, notamment ça peut être par exemple des remontées de dividendes. Donc là, on va être directement actionnaire de la société. Ensuite, on a des outils de quasi-equity qui sont plutôt à ADN obligataire, avec des OC par exemple, des obligations remboursables en actions, des OC pour obligations convertibles. obligations convertibles, pardon, oui. Voilà, et ensuite on a également de la dette senior, voilà, qui est apportée par les banques. En fait, tous ces outils, ça va dépendre vraiment du niveau de levier qu'on veut mettre, du niveau de risque dans le montage. Voilà. Et peut-être un dernier point, c'est tout ça, c'est encadré finalement par un document juridique qui est un pacte d'actionnaire lorsqu'on est actionnaire, qui nous permet de décrire et de toutes les règles en fait entre associés. Donc ça peut être sur la sortie, ça peut être sur la gouvernance. Et voilà, c'est ce qui va permettre de suivre notre investissement. Ok. Pour poursuivre sur cette question, Thierry, un point qui n'a pas été abordé, c'est la notion de valorisation. Qu'est-ce que vous pourrez rajouter sur ça? Oui, alors en fait, on va parler de valorisation, c'est-à-dire quel pourcentage de capital la société va céder face à cet investissement. Donc, elle va peut-être céder 10% pour 1 million, 20% pour 300 000 euros. Donc, cette valorisation, c'est un point très important dans toute cette phase de discussion. D'ailleurs, c'est écrit dans les lettres d'intention et c'est évidemment écrit dans le marbre.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut aussi éviter de parler de valorisation, surtout quand on est dans des phases très précoces de développement, notamment dans les startups, c'est le domaine que je connais le mieux, où on finance au tout début et la valorisation, c'est toujours un vaste débat, tant que, ne sert pas à grand-chose. Il existe des outils comme les obligations convertibles dont Florent vient de parler, qui permettent de décaler finalement cette discussion de valorisation. En haut le micro, voilà. Donc de décaler cette discussion de valorisation qui est encore une fois toujours tendue. Aussi, on parlait du pacte d'actionnaires, qui est un document contractuel. J'aime bien dire que c'est un contrat de mariage en CDD, hein, donc du coup, ou un contrat de divorce, si ça se passe mal. Au passage, entre fiancé et financé, il y a juste une lettre, hein, et c'est souvent quand même, il y a un rapport un peu amoureux entre les investisseurs et leur participation. Voilà. Donc, les obligations convertibles permettent de décaler cette discussion sur la valorisation. Alors, soit ces obligations sont converties en actions et on devient actionnaire, soit elles sont remboursées, et là, on reste à un rôle de prêteur. Ok, merci. Donc, pour continuer cette discussion, maintenant, un autre point important de ces prises de ces participations, ça va être le fait qu'elles vont être intermédiaires ou non intermédiaires. Donc, sur cet aspect, j'aimerais bien vous entendre d'abord Étienne, et ensuite, je vais redonner la parole à Florent sur cette question. Et donc, moi, je vais vous parler des opérations intermédiaires. Donc, on est dans le cas de figure où l'actionnaire dirigeant donc, va donner un mandat à un intermédiaire qui va être qu'on appelle banque d'affaires ou conseil en fusion-acquisition pour réaliser son opération de levée de fonds ou de vente d'une partie, de toute ou partie de ses titres. Et donc, dans ce contexte-là, les principales étapes, on va dire être rapide, ça va être d'abord l'engagement de non-confidentialité, puisque voilà, ils vont communiquer un certain nombre d'informations sensibles sur l'entreprise. Le mémorandum d'information qui rassemble, enfin, qui présente toutes les informations dont l'investisseur a besoin pour comprendre l'entreprise, son positionnement, son projet de développement. Après, il va y avoir une rencontre avec le management, souvent une visite de site, et puis des sessions d'échange et de questions et de réponses. Voilà. Donc tout ça, c'est la phase d'instruction, d'analyse du dossier, à l'issue de laquelle l'investisseur va remettre donc une lettre d'intention ou lettre d'offre dans laquelle il va présenter sa motivation, son intérêt pour la société et bien sûr la fameuse valorisation pour les titres. Voilà. Et donc le dirigeant, aidé de son conseil, va sélectionner parmi les lettres qu'il a reçues un fonds, enfin une société d'investissement, et lui donner une période d'exclusivité, donc principalement pour faire deux choses. Un, pour confirmer par des audits externes tous les travaux qu'il a fait en amont, voilà, et deux, pour négocier toute la documentation juridique de l'opération. Et tout ce process dure en moyenne 3 à 6 mois. C'est très schématique parce que nos amis intermédiaires rajoutent plein de raffinements à ça. Voilà. Il y a des micros derrière, en fait, aussi, si vous voulez, à fil. Et du coup, sur les opérations non intermédiaires, bon, globalement, on suit le même schéma d'étapes que ce que vient de dire Étienne. On est simplement dans un cas où il n'y a pas eu de mandat qui a été confié à une banque d'affaires. Donc le dossier provient soit d'un contact direct, soit ça peut venir aussi de l'écosystème, hein, les banques, les experts comptables, les avocats. Voilà, et ce qui diffère, c'est vraiment peut-être le temps de préparation, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mémoire organisée. Il y a pas, parfois l'opération n'a pas encore été complètement définie, donc il y a ce temps de préparation avec une collecte d'informations qu'on doit aller chercher. Ça joue également sur le calendrier de l'opération parce que le timing est moins processé finalement que lorsque c'est suivi par un MNR. Donc c'est généralement, même si on peut avoir des opérations qui sont sur le même timing, mais ça peut potentiellement prendre plus de temps. Et il y a un sujet aussi, je dirais, sur le nombre d'acteurs qui sont interrogés. On a souvent moins d'acteurs interrogés sur des opérations non intermédiaires versus intermédiaires. Plutôt c'est le dirigeant qui fait son choix parmi les fonds qu'il connaît. Donc voilà pour les principales différences sur ces opérations. Ok, merci. Donc, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de décisions à prendre sur cette valorisation, sur comment, enfin, les outils financiers, les produits financiers qui vont être utilisés, sur est-ce que c'est intermédiaire ou pas intermédiaire. Il y a encore un autre niveau de prise de décision qui va être, est-ce que ça va être une participation majoritaire ou minoritaire. Donc là, on va entendre Étienne et ensuite Asna qui vont nous donner les informations sur ce point-là.
Effectivement, sur ce que ça change, alors ça change pas mal de choses. Moi, je vais d'abord commencer par vous parler de ce que ça ne change pas d'être majoritaire ou minoritaire. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'abord la manière dont on va instruire voilà, le projet d'investissement. Dont globalement, on va suivre les mêmes étapes, qu'on soit dans une opération majoritaire ou minoritaire, que ce que je vous ai décrit précédemment, même si peut-être dans un process majoritaire, il y aura plus de rythme, plus de parties et de ressources mises en jeu. Nous concernant aussi, notre société d'investissement en tout cas, ça ne va pas changer fondamentalement notre stratégie d'investissement, dans le sens où on va toujours accompagner des équipes de management, de dirigeants qui sont en place, qui sont expertes dans leur domaine d'activité, qui incarnent et portent on va dire le projet de développement et qui sont en charge des opérations. Voilà. Et nous, notre position, ça sera d'être un actionnaire de référence, enfin qu'on soit majoritaire ou minoritaire, de référence sans interventionnisme dans la gestion quotidienne. Alors il y a des degrés d'intervention, enfin ça dépend un peu des fonds majoritaires, mais voilà. Et donc notre rôle, notre valeur ajoutée, elle va être sur la stratégie, la gouvernance, la démarche RSE. On vous parlera de tout ça tout à l'heure, j'imagine. En revanche, c'est sûr, c'est que quand on est majoritaire, on a plus d'influence de contrôle et d'influence sur l'entreprise et sa stratégie, et aussi plus de responsabilité. Et donc, à ce titre, la première différence que je vois entre être majoritaire dans une participation majoritaire ou minoritaire, ça va être que l'implication et l'engagement en termes de temps et de ressources. Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, deux exemples, mais quand on étudie une opération majoritaire, on va généralement être sur une équipe d'investissement de 3 ou 4 personnes. Voilà, là où en minoritaire, que ce soit dans l'investissement ou le suivi, on va être 1 ou 2. Voilà. Et un directeur d'investissement va suivre les 2 à 3 à 4, 5 participations maximum en majoritaire, là où ça peut être 2 fois ou 3 fois plus en minoritaire. Voilà. Bon, c'est très schématique, mais et donc je laisse expliquer à Snap peut-être pourquoi il y a ces différences. Effectivement, sur le déroulé d'une opération, c'est assez similaire qu'on soit sur une opération majoritaire ou minoritaire. Ce qui peut changer dépend aussi des pratiques en fait de chacun des fonds, puisqu'un fonds majoritaire aura tendance à réaliser des audits ou des due deals beaucoup plus étendus sur sa participation, en tout cas avant sa prise de participation, notamment des audits stratégiques, des revues spécifiques liées à l'activité de l'entreprise en question. Ça peut être des revues commerciales, techniques, des audits aussi RH, notamment sur le volet top management. Donc ça, c'est effectivement pré-investissement. Mais c'est généralement post-investissement que l'on constate des différences dans l'implication, dans le suivi de la participation, et donc l'implication et le rôle du fonds dans l'accompagnement du projet de développement, dans les prises de décision, mais aussi dans l'organisation de la sortie ou de la liquidité du fonds. Ainsi, un fonds exclusivement minoritaire sera plutôt passif dans sa stratégie. Il sera plutôt dans une position d'approbation de la stratégie du management, avec toutefois des droits de veto sur certaines décisions stratégiques qui impactent le plan d'affaires ou qui engagent la société de façon significative, par exemple des opérations de croissance externe, des investissements importants par rapport à la taille de la structure ou tout simplement un changement d'activité. Alors qu'un fonds majoritaire, lui, sera beaucoup plus actif avec des échanges beaucoup plus fréquents avec le management et il aura un rôle prépondérant dans l'accompagnement de la stratégie puisqu'il va avoir en fait non seulement un droit de regard sur les décisions stratégiques portées par le management, mais il en sera aussi à l'initiative puisqu'il pourra présenter des opérations de croissance externe, aider au développement à l'international, structurer les équipes, renforcer le top management. Voilà, c'est un sujet un petit peu d'ordre structurant. Mettre en place aussi une démarche RSE, puisque c'est quand même le sujet du moment, et cet accompagnement aussi est beaucoup plus fort quand on est majoritaire. Et enfin, sur la sortie, donc sur l'organisation du processus de liquidité, où il aura davantage la main qu'un fonds minoritaire.
faudra juste effectivement, pour compléter par rapport à ce que disait Étienne, préciser la position hybride d'un fonds qui intervient à la fois de façon minoritaire et majoritaire, qui peut déployer en fait l'accompagnement et être plus actif, même si sa position capitalistique est plutôt minoritaire. Merci beaucoup. Donc, il nous reste 5 minutes pour 2 dernières questions. Une question, Laurent, sur les droits et devoirs, parce que là, on a compris qu'il y a plein de leviers à activer quand on part sur cette prise de participation, mais les fonds ont aussi des droits et des devoirs. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors oui, Fanny, en fait, en ce qui concerne les droits et les devoirs, ils sont essentiellement contenus dans le pacte d'actionnaires dont on a déjà un peu parlé. C'est important de dire que les prérogatives sont définies avant l'investissement. Il n'y a pas de pochette surprise que l'on découvrirait post-investissement. Ça doit rassurer tout le monde, à la fois l'investisseur, surtout lorsqu'il est minoritaire, ou bien sûr l'actionnaire dirigeant. Alors, dans le pacte d'actionnaires, il y a des choses qui ont été déjà dites, donc je vais aller à l'essentiel. Il y a 3 domaines, en fait, qui sont couverts, 3 thèmes. Le premier, c'est celui de la stabilité de l'actionnariat durant une certaine période. Eh bien, lorsque l'on investit au capital d'une entreprise, c'est pour accompagner un projet. Et un projet, il prend du temps. Il nous faudra en fait le temps suffisant pour organiser une sortie. Et dans ce cadre-là, en fait, ça rejoint une autre notion qui me semble importante, c'est l'intuitu personae. Lorsque l'on accompagne un dirigeant, c'est parce que c'est lui. Et dans la stabilité de l'actionnariat, dans un pacte d'actionnaires, on souhaite que l'actionnaire dirigeant ne cède pas les titres pendant une période donnée. On pourra prendre le même engagement aussi, en fait, et on appellera ça une clause d'incessibilité, de façon à réaliser, se donner le temps suffisant pour réaliser le projet. Le deuxième thème, en fait, qui est la gouvernance, on en a pas mal parlé, en fait. Alors, je vais lui livrer plutôt la position d'un fonds minoritaire, puisque pour ce qui concerne Multicroissance, nous accompagnons en minoritaire. Eh bien, quand on accompagne en minoritaire une entreprise, on ne souhaite pas être présent. Bon, il faut assumer cette position de minoritaire. Pour ce qui nous concerne, en fait, c'est un exemple. On ne souhaite pas être présent dans un organe de direction de quelque nature qu'il soit, qu'il s'agisse d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance, d'un directoire ou autre. Le dirigeant reste le seul à diriger l'entreprise. Et comme le disait tout à l'heure Asna, il y a certains moments, en fait, où sur des décisions importantes qui pourraient impacter finalement nos titres, la valeur de nos titres, nous pourrions avoir soit un droit de veto, c'est en général pas ce que les fonds minoritaires choisissent. Ils vont plutôt choisir en fait la possibilité, ou laisser aux dirigeants la possibilité de faire, même contre un avis négatif, avec en contrepartie la possibilité d'exercer un droit de retrait. On n'est plus d'accord sur la stratégie de l'entreprise, on ne bloque pas cette stratégie, c'est le dirigeant qui dirige, mais à ce moment-là, en fait, on va demander en fait à sortir de l'opération, ce qui est une forme de pression en fait, finalement. Troisième thème en fait qui se retrouve dans un pacte d'actionnaires, c'était pas mal abordé, donc je vais aller très vite là-dessus, la liquidité. Alors là, l'obligation d'un dirigeant, c'est de toujours avoir en tête qu'il va falloir qu'il sorte son investisseur passé une période convenue. En général, cette période de stabilité de l'actionnariat, elle est cherchée entre 5 et 6 ans, 4 à 6 ans, c'est peut-être plus large en termes de fourchette. Ça doit être le temps suffisant à la réalisation d'un projet. Passé cette période, les parties, c'est-à-dire les actionnaires dirigeants, les managers, mais aussi l'investisseur, doivent se rencontrer pour étudier de bonne foi la meilleure manière de dénouer l'opération. On peut le faire avant, en fait, proprement dit, mais c'est à partir d'une certaine période va s'ouvrir un rendez-vous important qui peut durer jusqu'à 1 an, en fait, où les parties vont essayer de trouver une solution pour dénouer l'opération si le dénouement, bien entendu, est opportun. À défaut d'accord entre les parties, ou très simplement parce que finalement, il n'y a pas d'accord qui intervient, mais on sent qu'il faut une intermédiation, on fera appel à ce moment-là à une banque d'affaires, comme on l'a dit,
pour accompagner la réalisation soit d'une cession industrielle, soit d'une opération de type LBO. Voilà. Alors, dans le contrat de mariage, comme disait Thierry tout à l'heure, je voudrais juste retenir une chose. En fait, c'est vrai que c'est beaucoup de juridique, tout ce qu'on vous dit à l'instant, mais dans les faits, en fait, ne nous trompons pas. Le contrat, en fait, comme le mariage, ce contrat-là, en fait, on l'oublie très vite parce que c'est d'abord, en fait, une histoire de confiance, une histoire d'échange et effectivement l'envie de partager un projet entrepreneurial. Merci. Il nous reste 1 minute. Donc, je vais poser en fait une question à Thierry pour dérouler le cycle jusqu'au bout sur la sortie, en fait, du fonds. Oui, Laurent vient de l'aborder, hein. Moi, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension dans le temps. Donc, effectivement, c'est autour, si vous devez retenir un chiffre, c'est 5 ans, mais c'est peut-être 24 mois et c'est peut-être pour des fonds qui ont plus de courte vue et des fonds qui sont patients comme Multicroissance, ça peut aller même au-delà de 6-7 ans. Moi, je dirais c'est entre 24 mois et 8 ans et garder l'idée de 5 ans. Tout ça, effectivement, est déjà écrit dans le pacte d'actionnaires. Et qui finalement rachète la participation des investisseurs, c'est encore écrit au tableau, hein. Donc c'est soit une introduction en bourse, soit une cession industrielle, soit un autre fonds, un fonds de capital développement qui rachète la participation, soit effectivement c'est une cession au management et c'est le management qui rachète la participation des fonds. Ok. Asna, tu veux rajouter quelque chose très rapidement sur le pacte d'actionnaires? Sur la différence majeure entre un pacte d'actionnaires minoritaire et majoritaire, on en a parlé, c'est la gouvernance et avec la mise en place en fait d'un organe ad hoc type conseil de surveillance qui lui, à la différence de juste être informé ou consulté, définit en fait les orientations stratégiques et le président, le directeur général reporte à ce comité qui se prononce en fait sur les décisions importantes, notamment tout ce qui est projet de développement, nomination, révocation des dirigeants, c'est important, leur mode de rémunération. Voilà la petite différence qui est majeure quand même dans l'approche. Ok, donc beaucoup de choses en 25 minutes. Merci infiniment à nos panélistes. Donc évidemment, pour continuer les discussions, vous aurez le temps de le faire pendant le cocktail après les tables rondes. Mais vous avez aussi, j'ai oublié de le dire, donc vous avez leurs noms là et les fonds et aussi les différentes phases sur lesquelles ils interviennent. Donc n'hésitez pas ensuite à les contacter de toute façon. Et encore merci beaucoup. Et n'oubliez pas de poser les questions en ligne si vous en avez. Donc, je reprends mon rôle de speakerine. Alors, pour cette deuxième table ronde, on a le plaisir d'accueillir donc la Banque des entrepreneurs BPI France Investissement, donc qui est représentée par Christine Busque et qui est directrice d'investissement et diplômée de TSM. BPI est une banque publique d'investissement dont les actionnaires sont l'État français et la Caisse des dépôts. Le montant sous gestion est de 48 milliards sur des tickets d'investissement compris entre 500 000 € et 500 millions. M Capital est représenté par David Aversenck, qui est directeur général associé investissement. Donc M Capital est une société de gestion dédiée à l'investissement durable, avec un montant sous gestion de 800 millions sur des tickets compris entre 1,5 million et 20 millions d'euros. Naxicap Partners, qui est représenté par Alban Sari, qui est directeur associé. Naxicap est une filiale du groupe BPCE, lui-même issu de la fusion entre la Caisse d'épargne et les banques populaires, avec un montant sous gestion de 6,7 milliards et sur des tickets entre 8 et 300 millions d'euros. Ensuite, on a l'agence régionale énergie-climat Octet, qui est représentée par Julien Gomis, donc qui est directeur d'investissement. La société gère 2 fonds avec des thématiques différentes. Donc, un fonds de 200 millions d'euros sur la transition énergétique pour financer des projets d'infrastructure et un fonds de 50 millions pour le capital développement à impact. Et enfin, donc, la plateforme de crowdfunding WeSeed, qui est représentée par Mathilde Iclazan, qui est directrice générale. Donc, la plateforme d'investissement Digital WeSeed a un montant sous gestion de 250 millions sur des tickets d'investissement qui sont compris entre 300 000 € et 8 millions. Donc, les questions. Donc, maintenant qu'on a plus d'informations et qu'on commence à comprendre comment ce private equity fonctionne dans sa mécanique, on va reculer un peu, prendre un peu de recul et essayer de vous challenger un peu pour mieux comprendre ce que ces participations, ces prises de participation peuvent apporter à l'entreprise au-delà de ces chiffres qui peuvent être parfois impressionnants et de la durée d'investissement. Donc, en clair, il y a la loi et l'esprit de la loi. On a fait le private equity, on va faire l'esprit du private equity maintenant. Donc, Christine, en tant que dirigeant,
pourquoi je dois aller voir un fonds, pourquoi je dois aller voir un investisseur et qu'est-ce que je peux financer grâce à cette participation? Est-ce que ça va être du matériel, de l'immatériel? Est-ce que je vais transmettre mon entreprise? Qu'est-ce que je peux faire avec cette prise de participation? Ben, en fait, tout. On peut tout faire avec une prise de participation. Alors, ça a été un peu exprimé en début de présentation. On va adresser essentiellement des projets structurants, des projets qui vont permettre à l'entreprise de franchir un cap en termes de taille, en termes d'organisation, et lui permettre de grandir et d'aller plus loin et plus vite. Euh, Ces opérations, elles peuvent généralement pas être financées que par de la dette. Donc la solution fonds propres va être une façon de respecter une structure financière robuste qui va lui permettre de mener les projets et de ne pas rencontrer de difficultés d'un point de vue financier. Et comme on l'a dit également, ça va lui permettre d'être accompagné par des investisseurs. Ça va donner aux dirigeants un soutien pendant toute la période d'investissement et la réalisation de ces projets. Alors, si on veut détailler un petit peu le type de projet, on va voir tout ce qui va toucher à la transmission. Donc là, on parle de cession majoritaire du capital. Ça peut être une cession familiale. On a pas mal de transmissions familiales dans les PME et c'est très bien. On peut avoir une cession à des managers qui sont présents dans l'entreprise et qui vont demain devenir les dirigeants principaux. Et ça peut être une cession à un tiers. Donc là, c'est un intervenant extérieur qui s'intéresse à l'entreprise et qui la rachète. On peut avoir aussi des mouvements sur le capital qui sont plutôt des mouvements minoritaires, où là, on va avoir parfois des minoritaires qui vont sortir parce qu'ils n'ont pas vocation à accompagner la suite de l'histoire. On peut avoir des nouveaux entrants, notamment des cadres clés. C'est vrai qu'aujourd'hui, la présence de cadres et de salariés dans le capital de l'entreprise et d'une PME, c'est un facteur clé de développement et de croissance. Ça peut être aussi l'occasion pour les dirigeants, à un moment donné, de réaliser une partie de leur patrimoine. Et enfin, il y a les projets d'investissement. Donc, on peut avoir des investissements très lourds, c'est mener une importante croissance externe. Ça peut être dupliquer des sites de production. Ça peut être un transfert extension. Là aussi, on ne va pas pouvoir tout financer par de la dette et la solution fonds propres va permettre d'équilibrer la structure. Et comme je le disais, d'avoir le soutien des investisseurs pendant toute la période de réalisation de cet investissement. Ok. Crowdfunding, puisqu'on a la chance d'avoir une plateforme qui est présente. Donc, quelles seront les spécificités, Mathilde, sur ces plateformes? Alors, c'est à la fois différent et à la fois assez conforme dans l'approche. C'est-à-dire, à la différence de ce que tu expliquais, Christine, nous, on investit, alors je parle pour les crowdfunders d'une manière générale, c'est rarement pour faire du cash out. Enfin, pour permettre du cash out au management, aux dirigeants, aux actionnaires. Donc, on investit dans des phases qui sont un petit peu plus jeunes. Je pense on est plutôt en amorçage. Donc, dans ce cadre-là, on est vraiment, on finance en fait vraiment du développement, de la croissance. On peut tout financer, comme toi, comme tu l'expliquais, autant évidemment les dépenses en marketing, les recrutements essentiellement, aussi toutes les recherches de R&D. Hein, ça c'est aussi évidemment peut-être le point le plus présent quand on intervient dans ces phases d'entreprise. Et on intervient autant en capital qu'en dette, évidemment plutôt sur des jeunes pousses, sur des startups, évidemment plutôt en capital, parce que c'est vrai que c'est ce qui structure l'entreprise, ce sera sa colonne vertébrale. C'est ce qui va lui permettre, ce que tu disais, d'affronter des hauts et des bas aussi. Et elles n'ont tout simplement pas souvent la capacité de rembourser des dettes, donc on y va plutôt en capital. Voilà. Ok. Donc là, on a parlé beaucoup de finances. Bon, je suis prof de finance, ça tombe bien, mais en tout cas, le private equity ne prend pas en compte que la finance. Donc David, quels vont être les éléments qui vont être au-delà de la finance dans cette prise de participation, dans cette décision de prise de participation? Oui, en effet, les éléments financiers sont évidemment des éléments majeurs et importants de l'analyse des investisseurs. On imagine évidemment que ces éléments clés visent évidemment à générer une valeur ajoutée et donc une plus-value pour l'investisseur. Donc, ceci étant dit, les analyses ne se limitent évidemment pas aux éléments financiers. On a évoqué plusieurs typologies d'opérations possibles. On a évoqué des opérations de capital développement, des opérations de transmission. On a évoqué également, lors de la table ronde précédente, des types d'interventions avec des modalités d'intervention en action, en obligation convertible, en obligation simple. Et donc, à chacune de ces opérations, on va avoir des éléments d'analyse
complémentaires aux éléments financiers qui peuvent être différents. Il y a un élément qui est un élément clé et qui, j'allais dire, est systématique, quelle que soit la typologie des opérations qu'on réalise, c'est l'humain en réalité. Donc ça, c'est le premier élément clé, c'est le dirigeant et l'équipe dirigeante. Les premiers éléments que l'on va analyser pour savoir si on a envie ou pas, même d'aller plus loin dans l'analyse du dossier, c'est le fit qu'on peut avoir avec le management et avec son équipe. Tout à l'heure, on a évoqué plusieurs fois le terme de contrat de mariage. Et donc, dans un contrat de mariage, en général, dans nos pays en tout cas, on choisit avec qui on va se marier et on se laisse généralement pas imposer ce genre de choses. Donc, en réalité, premier élément, l'équipe, enfin le dirigeant. Alors, parfois, certains investisseurs ici interviennent sur des sociétés, des petites, des PME, des TPE, des PME, d'autres sur des sociétés d'une taille un peu plus importante. Évidemment, l'importance du dirigeant varie en fonction de la taille de la société. Évidemment, dans des ETI d'une certaine taille, c'est une équipe dirigeante, c'est une structuration de l'équipe qui est déjà organisée. Mais donc sur des PME ou des TPE, pour ce qui concerne M Capital, on intervient majoritairement sur des PME. Première analyse, l'humain, donc le dirigeant, est-ce qu'on a envie de travailler avec lui? Est-ce qu'il a envie de travailler avec nous? Est-ce qu'on a envie de passer 5, 6, 7 ans ensemble à se voir tous les 2 mois, tous les 3 mois, à se parler toutes les semaines, tous les 15 jours? Donc ça, c'est un premier élément d'analyse. Ensuite, il y a beaucoup d'autres éléments d'analyse qui varient en fonction du stade de développement des sociétés confidences, qui varient en fonction des projets. On ne va pas étudier de la même manière un sujet de transmission, un sujet de start-up, un sujet de capital développement, mais pêle-mêle, on peut évoquer le business model et la qualité quelque part des revenus générés historiquement. On peut parler de l'analyse qu'on peut faire des parties prenantes, donc des relations qu'on peut avoir avec ses fournisseurs et ses clients, et notamment s'agissant de certains véhicules d'investissement qui ont des vocations qui ne sont pas uniquement financières, mais qui ont aussi des vocations d'aménagement du territoire. Tout à l'heure, Thierry évoquait le fait que l'État ou certaines régions étaient investisseurs de certains fonds, et dans ces cas-là, on étudie aussi quelque part ces relations avec les parties prenantes, les tiers, la qualité de la relation que la société peut avoir dans ses relations avec les tiers sur son territoire. Et enfin, on regarde aussi évidemment, ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais c'est effectivement un élément clé aujourd'hui, c'est-à-dire les éléments ESG. Donc on parle beaucoup d'environnement, on parle évidemment beaucoup de décarbonation. Nous, chez M Capital, on pense qu'une société qui ne prend pas la mesure de la nécessaire décarbonation de son modèle économique n'existera sans doute pas dans 10 ans, peut-être même pas. On va y revenir sur ce point. Des point. éléments qui sont, à notre sens, des éléments importants. Voilà, il y a bien d'autres éléments. Juste dernier mot. On fait plein d'analyses dans un temps relativement long. Parfois, les études d'intervention d'investissement peuvent être longues, peuvent durer plusieurs mois. En général, c'est entre 3 et 6 mois. Donc entre 3 et 6 mois, on a le temps de voir plein de choses, bien au-delà des éléments financiers. Donc marché, dirigeant, enfin équipe dirigeante et ESG. Christine, peut-être vous voulez rajouter quelque chose? Un élément? Il y a d'autres sujets sur lesquels on va tester peut-être plus la sensibilité de l'entreprise. Donc, ça sera peut-être un peu moins, entre guillemets, rédhibitoire que les aspects qu'évoquait David. On a parlé du RSE, mais il y a des sujets comme la numérisation de l'entreprise, sa capacité à aller à l'export, sa capacité à déployer de la R&D, alors ce qui n'est pas vrai dans tous les secteurs d'activité, bien entendu. On va regarder aussi voilà, si elle est sensible au sujet de la cybersécurité, qui quand même peut être un sujet majeur pour toutes nos PME malgré tout aujourd'hui. Et ces aspects-là, en fait, même s'ils ne sont pas, encore une fois, rédhibitoires dans notre faculté à intervenir, ils vont nous permettre quand même de tracer aussi une feuille de route pour l'avenir, pour faire en sorte que notre intervention et le projet qui s'inscrit, enfin, dans lequel on s'inscrit, soit vertueux aussi sur d'autres aspects, pour lui permettre de progresser et de se développer dans de bonnes conditions sur d'autres aspects qui sont
sont peut-être un peu moins évidents ou sensibles dans l'immédiat en fait. Ok. Des mots-clés qu'on entend souvent, en tout cas cybersécurité, ESG. Alban, je voudrais vous entendre maintenant sur, donc on a compris tous les différents éléments que vous regardez. Ce que je voudrais mieux comprendre, c'est quelle va être votre stratégie, vous, en tant que fonds d'investissement, dans cette structure et dans la mise en place de cette structure et dans cette prise de participation. Quelle est votre stratégie intrinsèque à vous? Sur les apports que l'on peut avoir, je crois que David va longuement parler des sujets de reporting. Longuement. Pardon? Pas Longuement, alors. non, pas longuement. Petitement, 2 minutes, des sujets de reporting et de documentation financière qui peut nous lier avec les entreprises. J'espère que nous, on apporte beaucoup de choses par rapport à ces sociétés. Moi, je voulais faire un focus sur 3 points principaux. Le premier point, on a parlé tout à l'heure déjà des hommes et des ressources humaines. Effectivement, c'est un sujet important au démarrage, mais également dans l'accompagnement des sociétés. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'on travaille beaucoup sur des sociétés qui sont en croissance ou en hypercroissance, et la structuration de ces sociétés est un point essentiel. Donc on passe beaucoup de temps effectivement avec les dirigeants à trouver la bonne mesure et la bonne compréhension des personnes à recruter et des postes à créer dans la société. Ça, c'est un accompagnement que l'on a sur le dirigeant. Un deuxième point associé, ça va même un peu plus loin, jusqu'au recrutement. Alors, majoritaire ou minoritaire, on se rend compte que les dirigeants souvent nous sollicitent sur ce sujet-là, parce qu'on sait que le recrutement, c'est certainement le sujet le plus complexe. Et on est de fait aujourd'hui très impliqué dans le recrutement on va dire du management ou du top management des sociétés que nous accompagnons. Un deuxième point important que l'on peut souligner, c'est la croissance externe. La croissance externe, forcément, c'est un sujet sur lequel, on est assez friand parce que c'est une matière qui nous permet de créer de la valeur et à nos participations de se développer. Et on est sur une approche qui est finalement assez proche et assez connexe à notre activité, à nous d'investisseurs. Ça veut dire que sur ces parties sur la croissance externe, on peut être présent sur l'origination des dossiers, parce qu'on a des réseaux et on a une capacité de trouver des cibles. On peut être présent sur la négociation de ces croissances externes et également, si besoin, sur la partie mise en place. Le quatrième échelon que l'on peut préciser, parce que c'est de plus en plus demandé par nos ETI ou nos PME qui se développent, c'est la partie internationale. Et on sait que certains de nos fonds ont des équipes qui sont à l'aise sur cette partie-là, et on a également des réseaux qui sont importants. Le troisième point sur l'accompagnement sur lequel je voulais également insister, c'est le sujet du réseau et de l'expérience. Sur la partie expérience, ce qui est certain, c'est qu'on est quasiment tous, à part ACE qui est présent ce soir, des généralistes. Donc on n'expliquera jamais aux dirigeants quel est son métier. A contrario, on a pour certains quelques cheveux blancs et donc de fait, on a rencontré un certain nombre de secteurs et un certain nombre de situations. Et on se rend compte que quel que soit le secteur que l'on touche, finalement, on finit par parler, encore une fois, ressources humaines, parler juridique, parler stratégie commerciale. Et c'est des choses que l'on peut forcément discuter, échanger avec le dirigeant. Et bien entendu, on a un métier de contact. On a la chance de passer notre vie au contact des entreprises et au contact de leurs conseils. Et donc, ça nous permet de bâtir un carnet d'adresses que l'on peut bien entendu partager avec nos participations. Ok. Donc David, en 1 minute, les éléments manquants sur ce qu'apporte le fonds. Oui, effectivement, on évoquait les apports liés à la mise en place d'outils de pilotage, en fait. Quand on rentre dans une entreprise, encore plus quand on rentre dans une PME, on rentre souvent à des stades clés de développement où la nécessité de structurer notamment son information financière, notamment ces outils en réalité qui vont permettre aux dirigeants de mener à bien ce projet de développement. Et donc on peut contribuer effectivement à apporter notre expérience pour la mise en place de ces outils-là. On peut le faire nous, on peut le faire à travers d'interventions de partenaires qui sont amenés à accompagner les dirigeants. Donc on a, de manière générale, parler de ces sujets de reporting, mais de manière générale, on est bien placé en tant qu'investisseur pour prescrire un certain nombre d'accompagnements que l'on fait nous, nos équipes ou des tiers pour aider le dirigeant à structurer l'information et la qualité de son information, notamment financière.
Donc là, on comprend qu'effectivement, les dirigeants vont devoir repenser la stratégie de façon globale par rapport à la stratégie que va mettre en place le fonds. Maintenant, vraiment, du point de vue du dirigeant, donc Julien et ensuite donc Mathilde pour les plateformes de crowdfunding, très concrètement, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise? Eh ben, modulo tout ce qui vient d'être dit, où c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de sujets qui vont être balayés dans l'entreprise. Du coup, sans redonner en fait tous les thèmes sur lesquels on va pouvoir intervenir, c'est plutôt une question de philosophie où en fait vous avez quand même la plupart des acteurs qui sont présents aujourd'hui une vraie volonté d'être un partenaire du dirigeant. Donc, il faut vraiment que ce soit perçu comme ça parce qu'ouvrir son capital, c'est pas une opération c'est pas anodin à faire. Qui plus est quand on s'adresse à une PME où le dirigeant l'a créé de lui-même. C'est quelque chose qui va être parfois un petit peu compliqué parce qu'il va y avoir des décisions dures, eu égard à tout ce qu'on a évoqué dans le process. Mais il faut vraiment se mettre en tête que l'investisseur va devenir votre partenaire. C'est pas forcément évident quand on est dirigeant de pouvoir avoir une oreille sur laquelle compter et se livrer, puisqu'il y a toujours un devoir du dirigeant d'avoir une certaine position vis-à-vis de ses salariés, même quand ils sont membres clés. On pourra avoir des dialogues beaucoup plus simples avec un actionnaire qui sera finalement au même étage de la fusée que lui et sur lequel on va pouvoir le solliciter. Un exemple assez frappant, ça a été la période du Covid, où là, il y a quand même eu beaucoup d'échanges entre dirigeants et actionnaires investisseurs, puisqu'il y avait quand même pas mal de décisions compliquées à prendre. Et effectivement, le fonds a cette vocation-là, l'investisseur a cette vocation à être un partenaire, pas au quotidien, parce qu'il y a une notion de gestion sur laquelle on ne va pas aller, mais qui va vous permettre d'être guidé un petit peu dans toutes les décisions que vous allez sur lesquelles vous allez devoir vous positionner. Et effectivement, les investisseurs, à travers leur portefeuille, à travers leur expérience professionnelle, personnelle, vont pouvoir vous aider à rebondir sur tous les sujets que vous allez pouvoir rencontrer, puisqu'ils ont une thèse d'investissement, ce qui veut dire que par définition, ils vont quand même adresser des entreprises qui seront similaires à la vôtre, vous dirigeants, et qui auront déjà donc rencontré certaines étapes que vous allez être amené à rencontrer. Donc en fait, effectivement, si on prend un peu de recul, il faut que la prise de participation, l'ouverture de son capital soit vue comme l'accueil d'un nouveau partenaire, un ou plusieurs, parce qu'on peut être plusieurs à intervenir, pour vous aider justement à balayer tous ces sujets-là et que vous ayez un véritable support. Donc, support, des plateformes de crowdfunding, c'est digital. Donc, on peut aussi se demander justement qu'est-ce que ça peut apporter au-delà du financement, donc ce support pour les plateformes de crowdfunding. Je crois que si je parle au nom de toutes les plateformes du crowdfunding, on a un esprit entrepreneurial. Donc, on s'adresse en fait aux dirigeants et les dirigeants s'adressent à nous dans cet état d'esprit-là. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose, en tout cas, chez Lucide, on essaye de préserver. Et je rejoins cette idée d'être un business partner. C'est vraiment comme ça qu'on a envie d'être perçu. Et on est évidemment là au quotidien du dirigeant. Alors, évidemment, pas tout le temps, parce que là, on a 150, par exemple, actuellement en portefeuille. Mais enfin, on a souvent des sièges au board. On est souvent le premier interlocuteur appelé lorsqu'il y a une difficulté. Et je crois que si je devais aussi compléter peut-être ce que chacun disait, on a beaucoup parlé de mariage, on a beaucoup parlé de fiançailles, et un mariage, c'est aussi les bons et les mauvais moments. Et c'est pas seulement prendre des décisions. En tout cas, ce que l'on souhaite chez WeSeed, c'est aussi accompagner aussi dans les mauvais moments. Et ça nous arrive très souvent quand il y a besoin de réouvrir, de refaire une augmentation de capital, quand il y a besoin de renforcer les fonds propres. On a peut-être plus de souplesse, peut-être, par rapport à certains fonds. Pas tout le temps, mais voilà, on a plus de souplesse. Et c'est vrai qu'on a, soit on cherche des solutions et on va chercher des co-investisseurs à nos côtés, et donc on accompagne le dirigeant dans ce cadre-là, soit nous-mêmes, en fait, on sollicite les actionnaires et donc on consolide l'entreprise et on l'accompagne aussi financièrement dans les mauvais moments. Voilà. Donc, c'est une plateforme digitale, mais l'humain reste présent et le support reste présent. Pour finir cette table ronde, en fait, je voudrais aborder un sujet qui est un peu notre avenir commun, qui n'est pas juste l'entreprise dans laquelle il y aura la participation. Ça va être tous ces aspects de RSE, tous ces aspects de biodiversité, tous ces aspects de changement climatique. Donc, Julien, alors vous, c'est votre métier, en fait, ça. Donc, comment vous le prenez en compte, en fait, ces aspects-là? Alors, de toute façon, on le voit très clairement, c'est l'actualité, c'est clairement dans la direction dans laquelle ça va. Les enjeux de développement durable doivent impérativement être intégrés maintenant dans tous les modèles d'entreprise, quels qu'ils soient presque. Concrètement, aujourd'hui, la RSE, elle est prise en compte dans la stratégie d'investissement des fonds.
avec des degrés plus ou moins différents, mais la tendance, elle est clairement là. Je pense qu'elle va ne faire que s'accentuer au fur et à mesure. Et l'idée, en fait, c'est que ce critère-là de RSE, aujourd'hui, il est assez prégnant lorsqu'on analyse une opportunité d'investissement, avec une véritable analyse de fond qui va être dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de l'exclusion pour les mauvais élèves. C'est juste qu'en fait, on va pouvoir faire un état des lieux de là où se situe l'entreprise dans sa démarche RSE. Aujourd'hui, elle a quand même le droit d'être en retard sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu pas mal de sujets à traiter jusqu'à présent entre le Covid, la guerre en Ukraine, la crise des matières premières, les hausses des salaires. Enfin, un chef d'entreprise a quand même beaucoup de sujets à gérer. Maintenant, l'idée, c'est de partager une ambition sur ce point-là, qui va être, selon les fonds, quasiment aussi important que la performance financière à l'arrivée. Et l'idée, c'est de pouvoir analyser en fait la société, son modèle, où est-ce qu'elle se situe par rapport à son marché et ses concurrents dans sa démarche RSE, et d'essayer de construire avec elle une feuille de route qui soit cohérente. Donc on parle de sur-mesure, parce qu'en fait, il y a beaucoup de KPI, enfin, d'indicateurs clés aujourd'hui qui sont utilisés dans la RSE, mais ils ne peuvent pas tous s'adapter en fonction des entreprises, de leur secteur et de leur taille. Et l'idée, c'est une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette feuille de route, qu'elle se fasse partie intégrante en fait de l'investissement, qui pourra avoir même une place aussi importante que celle du pacte, en tout cas qui sera annexée au pacte, pour que l'entreprise s'engage dans cette démarche. Et au même titre qu'on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que peut apporter un fonds au-delà de l'argent, ben ça va être cet aspect-là sur l'accompagnement et la structuration de la démarche RSE d'une entreprise pour qu'elle puisse se mettre pas en conformité, mais qu'elle puisse se donner les moyens de remplir des objectifs sur ce sujet. Ok. Et Alban, quand on est un fonds non dédié à ces questions, comment c'est pris en compte? On a cette même préoccupation. Et donc, on explique aujourd'hui à nos dirigeants qu'effectivement, la RSE et le fonds d'investissement, c'est une opportunité, ce mariage. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas le choix. On se rend compte au niveau de nos participations que leurs clients leur parlent souvent RSE avant de leur parler prix. Donc, c'est un passage effectivement obligé. On a la chance dans nos maisons d'avoir une certaine expérience de cette démarche RSE et on rencontre finalement des sociétés qui ont peut-être un peu moins d'expérience sur cette démarche. Donc le moment de l'audit et de l'entrée au capital des sociétés est un moyen de se remettre éventuellement aux normes parce qu'on sait que les sociétés subissent un certain nombre de normes et de lois et c'est bien de se remettre à jour quand on entre dans la participation. Ensuite, dans notre suivi, on formalise cette stratégie RSE. On n'est pas trop mauvais dans la réalisation des slides dans nos métiers et on se rend compte que finalement, on voit aujourd'hui beaucoup nos participations partir avec notre documentation, avec nos slides, aller voir le client, aller voir leur environnement et c'est du gagnant-gagnant, je pense, pour nos fonds, pour nos dirigeants, notre profitabilité et peut-être pour la planète. J'espère. Slide transparent. Sinon, je vais me faire taper dessus par Thierry. Donc, merci infiniment pour tous ces échanges. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. J'invite les participants de la troisième table ronde à me rejoindre. Donc, je reprends mon rôle de speakerine. Donc, pour la dernière table ronde, donc, ça va être le réseau des Business Angels de Midi-Pyrénées, Capital Angels, représenté par Pierre Carly, qui est le président du réseau. Donc, Capital Angel regroupe plus de 60 dirigeants et anciens dirigeants. L'association participe à des levées de fonds globales allant de 200 000 € à 1,5 million. Et depuis la création du réseau, les investisseurs ont apporté donc, en totalité 9,9 millions au capital de 53 entreprises. Gallia Gestion, donc représentée par André Debé, qui est directeur des participations. La société de gestion Gallia fait partie du groupe BPCE, dont on a parlé tout à l'heure, Banque Populaire et Crédit, donc au travers de Naxicap Partners, avec un montant sous gestion de 150 millions sur les tickets d'investissement compris entre 1 et 9 millions d'euros. Donc la société de capital investissement GSO Capital, représentée par Franck Stéphane, directeur général, GSO est la filiale de des 5 caisses régionales du Crédit Agricole du Sud-Ouest. Donc le montant sous gestion est de 220 millions sur des tickets d'investissement compris entre 100 000 € et 8 millions d'euros. Donc IRDI, Capital Investissement, donc représenté par Corinne Dagrin, qui connaît bien la maison, qui connaît bien TSM, qui est présidente du directoire donc, de l'IRDI. IRDI est une société de gestion de portefeuille avec un montant sous gestion de 540 millions sur des tickets d'investissement, compris entre 100 000 € et 15 millions d'euros. Et donc enfin, le groupe de gestion d'actifs Tikeo Capital, donc représenté par Fabien Roaldès, qui est directeur exécutif. Tikeo est coté en bourse sur Euronext Paris. Le montant sous gestion est de 41,1 milliards d'euros, dont 6 milliards en private equity. Et l'activité de private equity aéronautique, qui est votre spécialité ici à Toulouse,
donc représente 1,2 milliard d'actifs sous gestion pour des tickets d'investissement compris entre 5 et 150 millions d'euros. J'ai pas fait le total, mais le total doit être impressionnant. Donc pour cette troisième table ronde, en fait, on va faire quelque chose de différent puisque le but du jeu, c'est de vous laisser la place pour poser des questions. Il y a des questions? Non? N'hésitez pas à poser des questions, hein. Par contre, j'ai pas changé ça. Hop. Non, des questions brèves de mon côté. Le but du jeu, c'est vraiment de vous laisser la place. Donc vraiment, ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Donc la première question, elle va être pour Corinne. En fait, si on réfléchit à tout dont on a parlé, donc les dirigeants qui sont présents vont vous contacter. Et donc la première question que peut-être très pragmatique qu'ils vont se poser, ça va être quand contacter un fonds et qu'est-ce que je dois préparer pour le contacter? Contacter un fonds, donc ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure par les précédentes tables rondes, font déjà avoir un besoin de financement en capital, donc un projet de développement. Et à ce moment-là, c'est très important de prendre le temps nécessaire, suffisamment en amont pour contacter les fonds et surtout pas à la dernière minute, juste avant l'opération, puisque là, ce sera toujours dramatique. Les fonds de la profession, en règle générale, il faut au minimum 6 mois pour réaliser une opération, une intervention entre la première rencontre et le débouclage de l'opération. Et encore là, je suis optimiste, qu'on soit en capital innovation ou en capital développement transmission. Fabien, un complément peut-être sur ces documents? Il y a un autre micro là sur la chaire, en fait. Oui, en fait, vous pouvez tous les prendre, à fil ou pas à fil, peu importe. Merci. Vous m'entendez? Ouais. Alors, Corinne a très bien décrit effectivement le process et je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, j'insisterai plutôt sur la psychologie de l'entrepreneur. Ça a été abordé dans la table ronde précédente par Julien notamment. Le bon moment, c'est quand il est prêt aussi. Si je prends l'exemple du capital développement, mettez-vous à la place d'un entrepreneur fondateur de PME qui va ouvrir le capital pour la première fois. Il a été dans cette solitude qui a ses avantages, l'autonomie de décision, mais qui est aussi une souffrance. Et donc c'est là où, quelquefois, et c'est là où un fonds peut être un partenaire, le mot a été prononcé tout à l'heure, mais aussi s'il n'est pas prêt et s'il n'est pas mature, c'est pas le moment. Il y a aussi ça, un capital développement, c'est pour accélérer, c'est pour doper la croissance de son entreprise, mais c'est aussi partager le contrôle. Même avec un pack d'actionnaires minoritaire versus majoritaire, il y a un abandon ou en tout cas un partage du contrôle, il faut être prêt mentalement. Le deuxième exemple, c'est, je crois que sur la courbe là, qui était affichée tout à l'heure, sur du capital rebond ou du restructuring, comme disait Corinne, il ne faut pas attendre trop tard. Il y a quand même beaucoup d'exemples où il y a quelque part le deuil qui n'est pas fait de se diluer quand il faut rentrer du capital et quand on ne peut plus lever de dette pour sauver une entreprise. Et il y a beaucoup d'exemples malheureusement où c'est trop tard. Je me mets à la place des entrepreneurs, c'est évident que c'est très dur de se diluer, mais quand c'est trop tard, les conséquences peuvent être terribles. Souvent, l'entreprise a tiré sur les paiements des fournisseurs, qui est évidemment une terrible idée parce que c'est une bombe à retardement. Et on a malheureusement beaucoup d'exemples où, comme l'a dit Corinne, c'est trop tard, il faut 6 mois pour instruire un dossier, c'est pas neutre. Et malheureusement, les conséquences peuvent être sévères. Franck, on a parlé jusqu'à présent donc des investisseurs évidemment, des banques d'affaires si c'est intermédiaire. On a vu la diversité des thématiques qui sont prises en compte. Donc j'imagine qu'il n'y a pas que le fonds d'investissement qui intervient dans cette prise de participation. Donc quels sont les différents acteurs qui vont intervenir? Alors en fait, je ne peux pas m'empêcher de reprendre l'analogie avec le mariage qu'on a plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'est en huis clos entre l'investisseur et l'entreprise, mais en réalité pas du tout. Il y a beaucoup de témoins et d'invités dans ce mariage. Et j'ai essayé de les classer un peu en deux catégories. La première catégorie, on pourrait les appeler les conseils. Et dans ces conseils, on a 3 ou 4 familles. Pour les citer rapidement, il y a la M&A d'abord, donc fusion-acquisition. Alors eux, ils sont quelquefois à l'origine des opérations, pas toujours, mais souvent à l'origine des opérations. C'est eux qui vont accompagner le dirigeant dans la structuration de son opération, qui vont rédiger le mémorandum d'information, qui vont élaborer le BP, qui vont éplucher les loyers avec le dirigeant.
Donc, ils ont un rôle assez important dans cette structure. De façon plus générale, ils vont donner le timing de l'opération, c'est-à-dire c'est eux qui vont donner le timing du process et les dates à laquelle les fonds doivent rendre les LOI, etc. Et donc assister le dirigeant jusqu'à la décision finale. Alors, la place des M&A est prépondérante aujourd'hui dans les opérations modernes, on va dire, mais elle n'est pas, indispensable. Il y a des opérations qui se font en opération primaire, donc directement entre l'investisseur et l'entreprise. La deuxième grande famille de conseils, ce sont les auditeurs, souvent, puisque une fois qu'on a entamé l'opération, les fonds ont besoin de se rassurer ou de s'approprier l'entreprise. Donc, au-delà du mémo, puisque le mémo, évidemment, il est un peu partial, on va dire, puisqu'il vient de l'entreprise. Et donc, les auditeurs vont beaucoup regarder, ils vont passer en revue, ils vont contrôler tout ce qui est fiscal, social. Et ça, c'est un peu les audits habituels. Ils vont revoir le BP, ils vont revoir les comptes, mais de plus en plus aussi, on va faire appel à des conseils un peu spécifiques. On parlait de cybersécurité tout à l'heure, ou de RSE, ou de droit des brevets, etc. Donc, on a de plus en plus de conseils qui vont être un peu spécialisés suivant la typologie de l'entreprise. Les troisièmes, ce sont les hommes et les femmes du chiffre. Ce sont les experts comptables, les commissaires aux comptes, commissaires aux apports dans certaines opérations qui vont structurer cette partie réglementaire. C'est eux qui vont sortir les comptes et les certifiés. Et la dernière partie dans cette famille, on pourrait dire que ce sont les hommes de loi, les avocats. Donc, eux, ils vont structurer, ils vont peut-être arriver. Alors, en dernier, c'est schématique parce que souvent, ils accompagnent leurs clients depuis le début, mais c'est eux qui vont finalement structurer toute la documentation juridique que nous aurons, sur laquelle on aura à se mettre d'accord. On en a parlé tout à l'heure, que ce soit les pactes, des choses comme ça. Voilà. Et la deuxième grande famille d'intervenants autour de ce mariage, ce sont les financiers, puisqu'on va avoir tout ce qui est banque, alors après mes designers, fonds de dette privée, etc. Et qui eux vont boucler le plan de financement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, la plupart du temps, il n'y a pas que des investisseurs dans le plan de financement. Il y a aussi des financiers qui vont intervenir, alors soit en dette senior, soit en dette d'équipement, etc. Et donc, ils ont évidemment leur place puisqu'ils font partie intégrante d'un plan de financement de l'entreprise. Et notamment, ils vont éviter la dilution avec tous les points que je ne vais pas évoquer ici, tout ce qui est effet de levier, etc. Donc, qui sont évidemment fondamentaux dans ce genre d'opération. Et juste pour conclure mon intervention, ce que je voulais dire, c'est que cette recrudescence ou cette demande accrue de conseils, elle est plutôt récente. C'est plutôt depuis une dizaine d'années. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de conseils dans les opérations, voire même qui vont très loin. Les fonds qui sont majoritaires, par exemple, vont jusqu'à faire des études stratégiques sur le marché, sur les clients de leur future participation. Et ça, c'est beaucoup parce que d'abord, les montants sont très importants en jeu. Et en plus, on a besoin de faire le point avec l'entreprise pour aller plus loin avec elle, pour partir d'un socle sûr et pour pouvoir aller plus loin avec elle. Et les opérations, et le dernier point que je voulais dire, c'est que les opérations sont aussi de plus en plus complexes en termes de montage. Et donc, on a besoin de plus en plus de s'entourer d'experts dans chacun des créneaux. Donc là, si je me mets à la place des chefs d'entreprise, ici des PME, je commence à avoir peur parce que tout ça, c'est un réseau monstrueux. Donc peut-être, André, comment ça se coordonne tout ça, tout ce réseau, tous ces intervenants? Ce que je dirais, c'est qu'on a parlé des conseils pour les fonds, mais ce qu'il faut, je pense, garder en tête, c'est que tous ces intervenants extérieurs sont également très importants pour le chef d'entreprise. C'est ce qui va lui permettre d'y voir clair dans l'opération, d'avancer dans un cadre sécurisé, d'avoir un diagnostic précis de son entreprise, à la fois ses forces, ses faiblesses, et ce qui va lui permettre, avec le fonds d'investissement, finalement de fixer les axes stratégiques pendant l'opération qui va suivre. Donc, et celui j'allais dire, il y a deux parties qui vont driver tous ces intervenants extérieurs. Il y a d'abord évidemment le dirigeant, mais le fonds va énormément l'aider puisqu'en fait on a l'habitude de la gestion de ce type de projet, et donc on va l'aider. Tous ces intervenants n'interviennent pas tous en même temps, et donc on va l'aider à séquencer. Le M&A intervient d'abord, les auditeurs interviennent ensuite, ensuite les avocats, les banques, etc. Tout le monde n'intervient pas au même moment, et c'est là qu'on va passer beaucoup de temps pour finalement guider un peu tous ces intervenants autour de l'opération, et le dirigeant ne va pas se retrouver seul au milieu de tous ces intervenants. Ok. Une autre chose dont on n'a pas parlé dans cette série de questions très pragmatiques, c'est Fabien, ce sont les fonds, donc vous êtes spécialisé dans l'aéronautique. C'est quoi ces fonds sectoriels? Parce que ça existe, et qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça a de différent? Alors, un fonds sectoriel, comme son nom l'indique, c'est un fonds qui se spécialise dans un secteur.
Donc chez Tikeo, effectivement, je m'occupe notamment du fonds Aéro à Toulouse. Voilà, certains connaissent très bien l'Aéro et c'est évidemment très local, mais on fait des deals en fait partout en France. Mais on a aussi un fonds décarbonation, on a un fonds cybersécurité, agriculture régénérative. Voilà. Pourquoi on fait ça en fait? C'est notre conviction que premièrement, ça nous rend, il nous semble être des meilleurs investisseurs quand on connaît le secteur. On connaît les marchés, on connaît les clients, on connaît les macro-trends, on connaît les technos. Voilà. Alors, on n'est pas des experts, on fait toujours appel à des conseils aussi, évidemment, mais on les challenge un peu du coup, puisque quand même on connaît un petit peu le secteur. Donc, on pense que ça nous rend meilleurs investisseurs. Nos due diligence sont un peu plus précises, on essaye d'aller plus loin dans l'identification des risques et des opportunités. Le deuxième point, c'est que on développe une relation avec le management, je dirais plus particulière, plus intime. On connaît ce business-là, on leur fait confiance, on ne gère pas l'entreprise pour eux, mais on a une communication très efficace parce qu'on utilise les bons termes et une confiance qui peut se créer plus vite. Et le troisième point, qui est à mon sens le plus important, et je peux même parler à titre personnel, c'est que quand on est jeune ou moins jeune, et qu'on est salarié et voilà, qu'on travaille dans un fonds, moi je crois beaucoup au fait que, et c'est peut-être à la mode, mais je le pense, on est connecté aussi à un sens et à une mission. Et quand on est un fonds sectoriel, si vous êtes passionné par la souveraineté industrielle de l'aéronautique et de la défense, vous allez vous épanouir dans ce fonds. Si vous êtes passionné par la décarbonation, je pense qu'il y a beaucoup de monde, c'est un sujet de préoccupation et d'opportunité, je vous épanouirai dans ce fonds-là. Si vous pensez que la cybersécurité ou la cybercriminalité est une des plus grandes menaces du XXIe siècle, vous allez vous épanouir dans le premier fonds européen de cybersécurité. Je vends un peu ma soupe, excusez-moi. Voilà, on croit beaucoup à ça, et d'un point de vue RH, tout simplement, attractivité des talents, on pense que ça a du sens. Ok, merci. Donc on a parlé des fonds qui étaient principalement représentés là, et on a aussi tout à l'heure parlé avec Mathilde des plateformes de crowdfunding. On a là représentant des business angels. Donc Pierre, quelle va être cette spécificité des business angels? Alors, d'abord, notre spécificité, c'est que nous, on intervient bien en amont dans l'amorçage, donc on est beaucoup plus petit. Capital Angels a investi 10 millions depuis sa création, donc on participe à des levées de 200 000 à 1,5 million et on met des tickets de 100 à 300 000 euros. On est des nains par rapport à tous ces géants qui m'entourent. Mais on est des nains indispensables parce que une startup, ça commence par une phase d'amorçage. Et nous aussi, on peut être soit généraliste, ce qui est le cas de Capital Angels, on est les business angels de l'Occitanie Ouest, puisqu'il y a Méliès à Montpellier. Donc, notre thématique, c'est géographique. On est là pour soutenir les startups de la région Occitanie Ouest. Mais il y a des réseaux qui sont thématiques, même chez Business Angels. Vous trouvez Maire Angels, Angels Santé, Défense Angels. Et nous-mêmes, à Toulouse, on vient de créer cette année une antenne Aerospace Angels, alors qui ne va pas mettre les mêmes tickets que Tikeo dans les startups. Et l'un des représentants est là, Laurent Lemoulec, et on a fait notre première opération de financement d'une startup aéronautique à Toulouse. Ok. Merci donc pour cette vision d'un autre, je sais que le mot en anglais qui vient, autre intervenant dans ce secteur d'activité. Une dernière question, vraiment sur le private equity, parce que je suppose que quand même les dirigeants, après avoir entendu tout ça, doivent commencer à se dire mais combien ça coûte? Donc peut-être ici vous entendre Corinne sur ce que ça coûte et sur la performance attendue, dirons-nous, et aussi André sur la soutenabilité pour les entreprises. Oui, donc, ce micro marche moins bien. La question du coût, c'est la question de la rentabilité de l'opération. Donc, par définition, un capital investisseur, quel que soit le métier auquel il appartient, va investir des fonds pour les rendre à ses propres souscripteurs avec un retour. Donc, ça, il n'y a pas de, c'est pas un métier de subvention ou d'avance remboursable. On est dans un métier où la rentabilité est attendue, mais où aussi le risque est maximal, puisque comme ça a été dit par les intervenants, on va intervenir la plupart du temps en fonds propres avec le risque de perdre la totalité de l'investissement qu'on a pu consentir à l'entreprise. Ça veut dire que rien n'est garanti et que l'objectif, in fine, comme ça a été dit, je pense que c'est une belle conclusion par rapport à toutes les interventions précédentes, c'est bien de participer à une opération dans laquelle il va y avoir création de valeur. Alors ensuite, la création de valeur, je pense que tout le monde en a parlé, c'est quelle valeur?
Voilà. Et donc en ce moment, je crois qu'il y a une vraie, prise de conscience, par la profession sur le fait que déjà, ça va être une création de valeur financière, mais également une création de valeur, extra-financière comme, l'a rappelé Asna, où on va de plus en plus aussi mesurer les métriques de l'entreprise et accompagner les chefs d'entreprise sur cette, démarche RSE, pour, l'accompagner sur un chemin, vertueux et de plus en plus au niveau de la profession, il va y avoir cette appréciation de la création de valeur, extra-financière. Donc c'est bien un ensemble de différentes composantes qui est prise en compte et ensuite pour ce que, effectivement les rendements attendus, hein, parce que ça j'ai apprécié d'avoir la question délicate de la soirée et ben nous, notre objectif, c'est effectivement de faire le rendement le plus élevé possible, ce qui voudra dire que le dirigeant a fait, effectivement une très, très belle opération et c'est donc de participer à un succès, à ses côtés. Donc on préfère ça effectivement au risque, total de perte, en capital et ensuite les statistiques, de la profession, de France Invest, hein, que vous avez citées, au démarrage, expliquent qu'en règle générale, alors on va calculer soit en multiples, soit, en TRI. Alors certains de mes confrères, voilà, je parle sous leur contrôle, mais en TRI, donc taux de rentabilité interne de l'investissement, qui va être fonction du temps et en multiple par rapport effectivement à la mise qui a été placée, qui est plus adaptée en règle générale en capital innovation, où on est sur un temps long. Arrêtez de vous marrer devant, je vous vois. Et donc, et donc les chiffres de France Invest sont en règle générale de 10% sur des opérations de capital développement, 15% sur des opérations de capital transmission, 15 à 20% et du même ordre en capital innovation. Alors en capital innovation, bah, il faut tomber sur les 2 ou 3. Alors j'ai mon équipe, notamment une brillante représentante qui est une chercheuse d'or, hein, donc il faut tomber sur la pépite. Qui permettra de faire parfois dans certains cas jusqu'à 20, 30 ou 40% du portefeuille. Il y a un taux de sinistralité qui est beaucoup plus élevé et en capital développement de transmission, en règle générale, voilà, il y a moins de mauvaises nouvelles statistiquement et la performance est plus linéaire, mais comme ça a été rappelé également tout à l'heure, on est dans un temps d'incertitude extrêmement élevé. Donc on y va avec le meilleur de nous-mêmes pour accompagner ces dirigeants, prendre nos risques à leur côté et effectivement partager ensuite cette création de valeur avec les dirigeants et les équipes que l'on accompagne. C'est aussi le thème d'actualité, hein, intégrer les équipes des entreprises pour que tout le monde en fait ait une vraie participation au capital des équipes, des dirigeants et des actionnaires financiers. Oui, je vais dire un mot parce que nous, les Business Angels, on intervient vraiment, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus en amont. Donc, par exemple, j'espère qu'il y a beaucoup d'étudiants de TSM qui auront envie de créer leur start-up. Ils vont recueillir un peu d'argent auprès de leur famille, quelques prêts d'honneur ou subventions. Et puis, au bout de 6 mois, ils vont venir voir les Business Angels. Et quelquefois, ils sont un peu étonnés parce que nous, on demande un taux de rendement de 40% par an. Et pourquoi? Parce que la statistique des startups à la création, c'est que 50% disparaissent. Et donc, quand on investit dans 10 startups, au bout de 5 ans, il y en a 5 sur lesquels on a perdu argent, 2 sur lesquels on récupère notre mise et 3 sur lesquels on va faire un multiple. Et pour que le multiple permette d'avoir un rendement de 10 à 15% sur l'ensemble du portefeuille, il faut que les 3 qui auront un multiple fassent un rendement de 40% par an, c'est-à-dire au bout de 5 ans, 5 fois la mise. Et quelquefois, ça étonne les porteurs de projets qui disent « mais vous êtes très gourmand ». Je lui dis « oui, mais on est gourmand parce que une start-up sur 2 se casse la figure, on perd tout ce qu'on a mis. Donc, pour qu'on gagne un petit peu d'argent, et je ne crois pas qu'on est Business Angels pour gagner de l'argent, on est d'abord Business Angels parce qu'on est passionné par l'entrepreneuriat et les start-up. Il faut que celles sur lesquelles qui réussissent nous offrent un multiple très élevé. Si, il fonctionne sûr. Est-ce que c'est soutenable pour l'entreprise? Pour répondre, alors on a vu le partage de valeur entre actionnaires. Maintenant, pour l'entreprise, non seulement c'est soutenable, mais même les opérations de haut de bilan renforcent la solidité des entreprises. Donc, il y a 2 types de coûts en fait au moment sur une opération de capital investissement. Il y a des coûts à l'entrée. On a listé le nombre d'intervenants qui interviennent, des banques d'affaires qui coûtent très cher, des auditeurs, etc. Mais en réalité, l'ensemble de ces coûts est pris en charge
au moment de l'opération par le cash-in qui est apporté par les investisseurs et par les banques. Donc la trésorerie de l'entreprise n'est pas fragilisée par ce type d'opération. Et au cours de la vie de l'entreprise, soit on est sur une opération de capital risque ou de capital développement, et alors le cash-in vient évidemment solidifier les capitaux propres de la société. Et si on est sur une opération plus de transmission, il y a un sujet qui est le sujet de la dette et du levier qui est mis dans cette opération. Et alors, il y a évidemment un service qui est lié à cette dette sur des horizons moyen terme. Et donc, cette dette doit être calibrée en fonction du prévisionnel de trésorerie des entreprises. Mais globalement, c'est un partenariat de création de valeur. Et donc, la solidité des entreprises est plutôt renforcée avec ces opérations. Ok. Donc maintenant, la dernière question. Je vais reprendre mon rôle de prof, vraiment, parce qu'il y a des étudiants qui sont dans l'amphi. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, vous n'avez pas besoin de justifier, d'accord, juste des mots. Quelles sont pour un étudiant, s'il souhaite travailler en private equity, quelles vont être les compétences qu'il doit absolument avoir et le conseil donné pour qu'il puisse s'intégrer à ce secteur? C'est au bout là-bas. J'allais dire, d'abord une capacité de savoir-être, je dirais que c'est la capacité d'écoute. Notre métier, c'est d'abord d'écouter le besoin de dirigeants et ensuite de savoir les accompagner dans la durée et d'écouter. On est souvent un miroir et un peu un punching ball pour les dirigeants, donc il faut savoir, avant de savoir leur donner des conseils, il faut savoir les écouter. Donc je pense que c'est une capacité de savoir-être importante. Je pense qu'on abordera sur le savoir-faire, je dirais. Alors il y a évidemment tout ce qui est évidemment fonction financière, capacité à calculer des TRI, ce genre de choses, mais je crois qu'il y a une compétence de base qui est la comptabilité, savoir lire des bilans d'entreprise et savoir décrypter ce qui se cache derrière ces chiffres. Maintenant, sur comment travailler dans le private equity, d'abord le private equity, on l'a vu avant, est une activité en croissance et donc qui recrute régulièrement. Il y a sûrement plusieurs voies qui permettent pour les étudiants de bien se former pour arriver dans le private equity. Il y a d'abord l'audit, qui est souvent une voie qui permet de se former à la fois aux notions financières, mais aussi aux notions juridiques. Et évidemment, les métiers de la banque, de la banque d'accompagnement des entreprises, qui finalement ont un certain nombre de compétences en commun. Du coup, moi, je commencerai peut-être par… rapide à les réponses. Oui, je vais faire très rapide. La première, c'est certainement la créativité. On a tous, si on est dans la finance et si on est dans ces sujets-là, je caricature, mais on est tous intelligents, on sait faire des belles analyses, effectivement, pour reprendre tes mots. Mais voilà, il faut être aussi créatif pour gagner un deal. Il faut avoir un peu le sens des affaires aussi. Donc, il faut avoir les deux parties du cerveau qui marchent, le savoir-être et puis la capacité à faire un deal et à closer. Et puis, effectivement, la partie analytique majeure, ça, c'est un given. Merci. Franck, en un mot? Il faut être poli. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'un dirigeant, quel qu'il soit, il mérite le respect, il mérite l'écoute. Donc voilà, on n'a pas à prendre ses demandes ou sa démarche par-dessus la jambe, donc il faut être poli. Alors nous, on s'adresse à des porteurs de projets, créateurs d'entreprises, souvent jeunes, et sont tous des rêveurs. Et il faut rêver. Vous êtes jeune, c'est l'âge auquel il faut rêver, avoir de l'ambition, etc. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on arrive très tôt, le risque est énorme, une startup sur deux se casse la figure. Donc la première qualité d'un business angel, c'est avoir le sens du jugement. Est-ce que le porteur est capable de mener son projet, de prendre des décisions? Est-ce que le projet est vraiment innovant? Est-ce qu'il y a un marché? Parce que sur le papier, on peut être atteint de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. À force de les fréquenter, etc., on se met à adorer leur projet, à adorer le porteur. Et à un moment, il faut être réaliste et se dire, je reste froid, sens du jugement, est-ce que ça a une chance d'aboutir? Donc, analyse critique. Corinne, pour conclure. Alors, on est venu en force en tant qu'investisseur régional, donc j'ai demandé aux membres de l'IRDI de se lever, comme ça vous allez voir à qui il ressemble. Donc on a Emma, par exemple, qui est TSM et INSA, ingénieur en innovation. Donc voilà, un double diplôme est souvent souhaité en innovation. On a des tout jeunes talents derrière, Alexandre. Mais levez-vous, ils ne sont pas du tout obéissants.
aussi un diplômé de Eh ben, TSM. on est basé également à Montpellier, et donc c'est l'équipe Capital Développement Transmission avec Geneviève qui va me gronder, puisqu'elle est basée à Montpellier, spécialisée dans tout ce qui concerne MedTech santé, et elle me disait c'est important aussi qu'une équipe puisse travailler ensemble entre les différentes practices, puisque par exemple l'innovation, l'équipe innovation apporte énormément à l'équipe Dev transmission et vice versa. On a également, je vais louper Ariane Nathalie là-haut. Donc en fait, ce que je retiens quand même de cette intervention pour faire écho. Rémi, parce qu'il se cache soigneusement au dernier rang, ça c'est normal. Voilà, Mais pour faire écho à ça, en fait, c'est donc les projets en groupe qu'il faut savoir maîtriser et travailler en groupe. Merci beaucoup. Julien, des questions? Alors. Je vais me faire un peu le porte-parole des questions posées. Donc, plus on lève des fonds et plus on dilue sa participation. Comment lever sans perdre la direction de sa société? Faut quelqu'un qui saute à l'eau. Alors, plus on lève des fonds, plus on se dilue, c'est sûr. Pour répondre à cette question, alors maintenant, il y a il faut qu'à chaque levée de fonds, la valorisation de la société augmente et comme ça, le niveau de dilution à chaque levée de fonds diminuera en proportion. Et la deuxième partie de la question, c'était? Bah alors, d'abord, on n'a pas, nous, investisseurs, vocation à diriger les sociétés, hein. Donc, on participe, on fait partie de la gouvernance de la société dans le cadre de comités de pilotage, de surveillance, de conseil d'administration, peu importe comment on l'appelle, mais de toute façon, le dirigeant va conserver la direction de la société. Il y a des micros derrière, en fait. Ça marche mieux comme ça? Ouais. Donc il y a des outils pour pas se diluer en fait, hein. Donc on peut intervenir avec un mix actions-obligations convertibles par exemple. Et un des sujets de discussion avec les dirigeants peut être la non-convertibilité partielle, totale, enfin peu importe, des obligations en fonction des résultats et du TRI qui peut être obtenu sur les actions. Donc après, il y a d'autres sujets, il peut y avoir des BSPCE, enfin, il y a des outils légaux, comme des actions gratuites, etc., qui peuvent permettre de limiter la dilution, en plus de la création de valeur dont parlait André, qui permet évidemment de tous progresser ensemble et éviter trop de dilution pour le dirigeant. Mais c'est vrai que c'est un sujet important. Parce que quand le dirigeant est dilué, il ne faut pas qu'il perde d'abord son entreprise et il ne faut pas qu'il perde la foi dans son projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se décourage, il ne faut pas qu'il pense que en se diluant au fur et à mesure, il perdra la main et il perdra son projet. Donc ça, c'est important de lui laisser d'être avec lui, d'être aligné. On n'a pas parlé beaucoup d'alignement d'intérêt ce soir, mais au bout du compte, l'alignement d'intérêt, c'est quand même la base fondamentale de votre métier. En fait, il y a plein de questions. Donc, de toute façon, vous aurez l'occasion de les poser lors du cocktail, donc n'hésitez pas. Une dernière question, parce que c'est une question qui, moi, me tient à cœur. Est-ce que vous avez des exemples d'investissement impact et transition écologique? Julien? Julien, là-bas, oui. Attends, je t'amène le micro. T'as tout éclairé, je alors, comme on l'a dit dans la présentation, on va administrer 2 fonds, notamment un sur la transition énergétique. Là-dessus, il va y avoir beaucoup de projets d'infrastructures d'énergie renouvelable, donc tout ce qui va toucher au photovoltaïque, aux centrales éoliennes. Donc là, on est directement dans des projets à impact. Et sur ce fonds-là, on va aussi avoir une poche corporate, donc qui va nous permettre de faire du haut de bilan sur des entreprises qui développent des solutions. On a notamment fait on a notamment investi dans une entreprise qui fait du développement de projets. Donc ensuite, ils évoluent sur un modèle hybride où ils vont être à la fois développeurs de solutions de parcs de projets photovoltaïques, centrales hydro, et ils vont aussi être opérateurs et exploitants. Donc c'est typiquement des investissements à impact puisque par essence même, leur activité va permettre de produire de l'énergie complètement verte. Et malgré que leur activité soit une finalité directe avec un impact, on va aussi les accompagner dans leur structuration en interne pour déployer une feuille de route RSE, puisque
Ils ont aussi des enjeux d'attractivité au niveau du recrutement. Et aujourd'hui, ce sont clairement des points qui sont posés en entretien RH sur quelle est la politique RSE de l'entreprise. Et quand bien même elles font directement de la production d'énergie, il faut qu'en interne, vis-à-vis de la vie des collaborateurs, il y ait aussi une stratégie qui puisse être justifiée. Et on les accompagne aussi sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Donc encore une fois, il y aura le cocktail. Donc je libère la chaire. Maëlle, Thierry, pour la conclusion. D'abord, je tenais à remercier Fanny, qu'on va applaudir, et surtout les élèves. Elle a été remarquable. Elle a préparé cette soirée avec nous. Elle s'est beaucoup investie. Donc, je voulais dire aux étudiants, vous avez énormément de chance d'avoir un prof comme ça. Voilà. Je voulais juste, avant qu'on vienne, on a 2 sujets à aborder avec Maëlle, revenir sur une des questions sur combien ça coûte, à laquelle Corinne a dû répondre, et c'est vrai que c'est toujours très difficile. Je voudrais simplement dire qu'une bonne opération d'investissement, c'est une opération équilibrée. Ça veut dire quoi? Le fonds est là pour gagner de l'argent, sinon il peut plus rémunérer les souscripteurs, on l'a entendu. Il y a le risque à absorber, parce que quand on perd de l'argent, on perd souvent la totalité, et il n'y a pas de double mesure. Et donc, c'est important. Donc, il faut gagner de l'argent. Mais si le fonds gagne de l'argent, donc il y a eu performance et il y a eu accroissement de valeur. Pour que l'opération soit équilibrée, le fonds, on n'en a pas beaucoup parlé, peut partager cette performance ou cet accroissement de valeur avec les dirigeants, avec l'équipe dirigeante et avec les salariés de l'entreprise. Donc, sachez-le. Et d'ailleurs, ça va être France Investissement, qui est un peu notre tutelle, enfin notre syndicat à nous, si vous voulez, assiste beaucoup là-dessus et ça va être inscrit dans la loi. Donc, quand on va faire des opérations d'investissement, désormais, il va falloir aussi partager l'accroissement de valeur avec les salariés de l'entreprise. Donc, il ne faut pas voir les fonds d'investissement comme on l'entend souvent, comme des fonds requins ou des fonds de pension, comme on a pu en entendre parler. C'est vraiment des financiers qui sont à vos côtés pour faire grandir vos entreprises et partager cette valeur avec le chef d'entreprise, l'équipe dirigeante et les salariés. Donc, c'est un petit point que je voulais préciser. Ensuite, j'ai un message à faire passer. Alors, Maëlle m'a dit, faites attention Thierry, parce que dans la vraie vie, on se tutoie, mais Fanny nous a demandé de nous vous voyez comme à la télé. Voilà. Donc, Maëlle m'a demandé d'être prudent sur le message que je devais faire passer. Voilà, je voudrais faire appel aux étudiantes qui sont là ce soir, parce que la profession manque cruellement de femmes, et ça nous pose problème, parce que de plus en plus, il faut des représentations qui est la parité dans les conseils d'administration, et il nous manque, si vous voulez, dans la profession, de la gente féminine. Donc, j'invite toutes les étudiantes, et c'est là qu'il ne fallait pas que je marque à temps mort, j'invite toutes les étudiantes à se rapprocher ce soir des investisseurs qui sont là, en particulier des directeurs d'investissement. On a 2 patronnes de fonds là, qui sont là ce soir, d'échanger avec eux. C'est un métier passionnant. C'est un métier où on rentre au cœur de l'entreprise, où on travaille aux côtés du dirigeant. Donc, mesdames, et puis naturellement les étudiants aussi, n'hésitez pas à poser des tas de questions. On est tous à votre disposition ce soir. Deuxième message qu'on doit faire passer, et je vais laisser la parole à Maëlle, c'est que vous avez vu qu'on a projeté des chiffres de France Invest. Ces chiffres datent de 2022, pour la bonne et simple raison que les chiffres 2021. Pour la bonne et simple raison que les chiffres 2022 vont être présentés la semaine prochaine à Toulouse, et donc ils ne sont pas encore disponibles, et vont être présentés par France Invest, et il reste des places. Maëlle, tu peux peut-être en dire plus. Exactement, merci Thierry. Donc lundi prochain, le 16 octobre, de 18h à 22h, vous êtes invités à l'événement France Invest à Toulouse, au Village by CA. Effectivement, on va revoir des chiffres clés de l'impact du capital investissement 2022. On aura aussi la chance d'accueillir un économiste, professeur à l'ESCP, Jean-Marc Daniel, et des dirigeants d'Occitanie qui vont parler du dynamisme industriel. Donc on vous attend, bien entendu, lundi prochain aussi, pour pouvoir continuer sur cette thématique. Moi, j'avais juste un petit point aussi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de directeurs financiers qui sont des directrices financières. Donc, j'encourage aussi les étudiantes à
en tout cas à continuer sur cette voie, c'est possible. Moi, je voulais remercier, pour finir, bien sûr Fanny et Thierry, pour toute la préparation de cet événement. Stéphanie, qui était notre permanente chez Occitanie Place Financière et qui nous quitte demain pour d'autres aventures. Merci beaucoup Stéphanie, tout ce que tu as fait dans cette organisation et pour l'association. Julien Danto de PPI aussi, qui a beaucoup œuvré dans la préparation de cet événement. Et puis, un cercle serré du Club des investisseurs, même si vous êtes tous venus ce soir. Merci encore à tous. Je voulais remercier Asna Hafid, Julien Gomis, Geneviève Blanc, Grégory Toralba et Quentin Wicht, j'espère que j'ai bien prononcé en tout cas, pour avoir particulièrement travaillé sur l'événement. Merci beaucoup à tous. Et puis, c'est l'heure d'aller boire un coup. Ah, pardon. Excuse-moi, chère présidente. Une petite annonce. Alors, on va essayer de ne pas vous embrouiller. Donc, on vous a dit qu'il y a Occitanie Place Financière. Donc, c'est une association qui regroupe l'écosystème. Il y a France Invest, qui est, comme tu le disais, le syndicat qui rassemble les fonds d'investissement. Et à partir d'aujourd'hui, démarre Occitanie Invest. Donc Occitanie Invest, qui est un concours qui est organisé par la région. Occitanie, c'est un concours de start-up. Vous pouvez déposer vos dossiers à partir d'aujourd'hui sur le site Occitanie Invest. Le concours est organisé par Christine Clarac, qui est là, elle peut se lever. Merci Christine. Nous sommes partenaires de ce concours, comme un certain nombre de fonds qui sont présents. Donc, vous pouvez déposer vos dossiers à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 décembre. Ensuite, il y a un jury qui se réunit les 24 et 25 janvier à Toulouse, puis à Montpellier. Et pour vous, investisseurs, n'oubliez pas la soirée du 13 mars où on se retrouve. Et ensuite, la rencontre entre les startups qui ont été lauréates et les investisseurs, le 14 mars. En général, c'est à la Cité, à Montaudran. Voilà, je pense que je suis bon sur les dates. Donc, n'oubliez pas, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 décembre, c'est le plus important. Et après, on espère qu'il y aura beaucoup de start-upeuses qui vont être lauréates du millésime 2024 d'Occitanie Invest. Merci et à tout de suite.